April. You like hockey's back, don't you? Hello and welcome to Primetime Bitch. Aujourd'hui, on part sur un tout nouveau thème proposé par Runner on Aes, la vieillesse liée à l'horreur. Qu'il s'agisse de body horror, de prétexte à la possession ou encore de la peur directement liée à des personnes âgées, l'horreur est un terrain fertile pour les films liés à la vieillesse. Afin de revenir sur cette thématique, j'ai choisi 3 films que je trouve tout particulièrement pertinents pour ce thème. Pour débuter cette sélection, je vais vous parler d'un long métrage de William Castle sorti en 1964, La meurtrière diabolique. Lucy Harmon took an axe, gave her husband 40 whacks. When she saw what she had done, she gave his girlfriend 40 whacks. Ce film s'inclut dans un sous-genre, la exploitation ou encore les psychobiddies. Ce sous-genre intrinsèquement lié à l'horreur s'axe autour de personnages de vieilles femmes, ici dépeintes comme des femmes dérangées. Dans un cinéma qui encore aujourd'hui n'a pas vraiment de place pour les actrices vieillissantes, ce sous-genre illustre des personnages de vieilles femmes dépassées par la folie. La exploitation a vu le jour dans les années 60 alors que les actrices qui avaient fait les beaux jours d'Hollywood étaient soudain trop vieilles pour lui. Soudain, les producteurs ne savaient plus vraiment comment capitaliser sur ces actrices de grande renommée. Mais ça, c'était sans compter le cinéma de genre. Si ces actrices n'ont plus leur place dans les films à l'eau de rose et les grandes productions, l'horreur saura les accueillir. Elles apparaîtront alors sous des traits peu flatteurs comme des femmes dangereusement mortelles, à l'origine de nombreux traumas. J'aime tout particulièrement ce sous-genre, même s'il insinue qu'une actrice vieillissante n'est plus assez bien pour les feux de la rampe et devrait se cantonner à un cinéma d'exploitation bien trop souvent sous-estimé. Récemment, ce sous-genre a ressurgi dans des longs métrages tels que X, où Pearl évolue telle une âme en peine, qui rejette totalement son corps vieillissant et se refuse à vivre dans le présent tout en décimant tous les humains qui y croisent son passage. Il prendra aussi une toute nouvelle forme dans les années 90, tandis que Meryl Streep et Goldie Hawn se disputeront l'amour de Bruce Willis pour l'éternité tout en refusant de vieillir, quitte à pourrir à la place et n'être que des zombies. Un long métrage qui appuie cette obsession du vieillissement et de l'image par la surenchère de plans sur les miroirs. Parmi les figures emblématiques de ce sous-genre, on mentionnera notamment Bette Davis ou encore Joan Crawford, qui ici tient le rôle titre dans La meurtrière diabolique. Ces deux actrices incarneront le vieillissement et la folie comme personne. Ici, La meurtrière diabolique met en scène Joan Crawford dans le rôle de Lucy, une jeune femme qui vient tout juste de sortir de 20 ans d'internement en hôpital psychiatrique, suite au meurtre de son mari et de sa maîtresse, le tout à l'aide d'une hache, mais surtout sous les yeux de sa jeune fille Carole. Dans ce long métrage adapté d'après le roman de Robert Bloch, Lucy tentera d'atteindre la rédemption tandis que des images récurrentes de décapitation la hanteront. Lucy est à présent une femme âgée qui veut faire table rase du passé. Mais bientôt elle doutera de sa santé mentale et ne saura plus si ses visions proviennent de son esprit malade ou si on se joue d'elle. Ici elle campera 2 facettes d'elle-même. Une Lucy vieillissante aux cheveux gris qui a tout d'une petite mamie gâteau prête à enchaîner les séances de crochet et une Lucy du passé lorsqu'elle porte ses anciennes tenues et une perruque brune. Une version d'elle-même qu'elle sera prête à renier à la fin du long métrage, tandis qu'elle passera définitivement à autre chose et qu'elle se pardonnera. Mais aussi une manière d'appuyer que Lucy accepte enfin d'avoir vieilli et de ne plus être cette Lucy du passé. How do I look? Quite different. Feel different, too. When I look in the mirror, it's hard for me to believe that 20 years have passed. But they have passed, Lucy. You've got to remember that. I don't want to think about it. All that matters to me is now. Le tout sublimé par une performance incroyable de Joan Crawford. Ce que j'aime tout particulièrement dans La meurtrière diabolique, c'est sa mise en scène et ses quelques plans incroyablement cauchemardesques. Cette scène où Joan Crawford est enfermée dans un minuscule boudoir recouvert de rayures est tout simplement incroyable. De plus, le film est empreint du style de William Castle et c'est aussi ce qui fait son charme. Et ce, même si bon nombre de spectateurs voient en ce long métrage une version médiocre de Psychose. D'ailleurs, La meurtrière diabolique figure aussi parmi les précurseurs du slasher au même titre que Psychose. Enfin, je ne peux que vous conseiller de découvrir La meurtrière diabolique, qui est l'un de mes chouchous dans le genre. Le second film au programme d'aujourd'hui est un film de vampire, car oui, paradoxalement, la figure du vampire et la vieillesse sont des thématiques qui font bon ménage. Qu'il s'agisse d'être une vieille âme dans un corps d'enfant qui ne vieillira ni ne grandira jamais comme dans Entretien avec un vampire, ou encore de ne pas vieillir mais d'être condamné à voir ses proches mourir ou pourrir dans Nous sommes la nuit. Ici, le film du jour n'est autre que Les Prédateurs réalisé par Tony Scott et sorti en 83. Ce film adapté d'après le roman du même nom met en scène Catherine Deneuve, David Bowie et Suzanne Sarandon. Lorsque j'étais enfant, j'avais une fascination pour Deneuve et Bowie, et il n'en a pas fallu plus pour que je veuille découvrir ce long métrage. Les Prédateurs est un film que j'aime énormément et pourtant je le visionne peu. Et pour cause, il me plonge instantanément dans une profonde tristesse. Une tristesse dont j'ai beaucoup de mal à me défaire alors j'espace mes visionnages. Le long métrage suit Myriam Blaylock, une femme née sous l'Égypte antique qui n'est autre qu'une vampire. Elle vit depuis 300 ans avec son mari qu'elle a transformé en buveur de sang. Mais si elle a le pouvoir d'offrir l'éternité, cette éternité peut prendre fin à tout moment. Et ce si elle arrête d'aimer car l'amour est un élément nécessaire afin de faire perdurer l'éternité.
variante intéressante du mythe du vampire, ici Myriam n'a pas besoin de se nourrir tous les jours, son pouvoir n'est pas aussi contraignant que la plupart des illustrations du mythe du vampire, cependant elle ne peut pas transformer des humains à sa guise, et l'amour est un ingrédient majeur. Mais lorsque l'amour n'est plus, le souffle de la vie part avec lui. Ainsi son mari commencera à connaître les effets d'un vieillissement accéléré qui ne s'arrêtera plus, tandis que Myriam commencera à ressentir de nouveaux sentiments pour le docteur Sarah Robert. Cette perte de l'être aimé, ce vieillissement rapide que rien ne pourrait arrêter, même le grand pouvoir de Myriam, sont tant de thèmes qui me plongent dans une profonde morosité. Si elle peut garantir de prolonger la vie, elle ne peut pas promettre que ce don durera une éternité. Et ainsi, comme pour les mortels, la mort peut surgir à tout moment. Enfin, la mort pas vraiment, puisque si ses compagnons pourrissent et vieillissent, ils sont tout de même condamnés à l'éternité dans un calvaire bien pire que la mort. Ainsi, devant l'impuissance de son pouvoir, Myriam se tournera vers la science afin de tenter encore une fois de défier les lois de la nature. Myriam est vouée à vivre dans une boucle qui n'aura jamais de fin, une punition céleste qui lui retirera encore et encore l'être aimé, la laissant dans la crainte de vivre cette vie sans fin dans une solitude terne. D'ailleurs, son mari ne manquera pas de lui demander qui l'accompagnera, qui restera avec elle lorsqu'il aura disparu. Et le suivant, est-ce que tu as pensé au suivant? Y as-tu pensé? Qui te tiendra compagnie à ma place? Je suis sûr que tu dois avoir pensé à quelqu'un. La première fois que j'ai vu Les Prédateurs, le vieillissement de John vers son dernier souffle m'avait totalement retourné, et j'ai mis des années à pouvoir revoir le film. Mais c'est aussi cette vision de la mort sans sentiment de Myriam qui m'avait perturbée. Si elle verse bien une larme lorsqu'elle fait ses adieux à John, elle semble vite passer à autre chose. Elle est aussi profondément égoïste car elle refuse de lui accorder son dernier souhait, à savoir une vraie mort, une libération. Ici, le corps de John se transforme à vue d'œil, il vieillit, se déforme, faisant ainsi basculer le film vers du body horror, tandis que Myriam range le corps à l'agonie de John. Elle le garde comme un artefact d'une vie passée, le chérit mais n'a pas le temps de faire son deuil, qu'elle cherche déjà une nouvelle compagne de route en la présence de Sarah Roberts, ici interprétée par Suzanne Sarandon. Myriam transforme alors ses amants sans leur demander leur consentement. Elle refuse de vieillir mais ne veut pas non plus être seule, et finira par être rattrapée par ses fantômes, ainsi que Mère Nature, dans un final proche du mythe de Dorian Gray. Comme Dorian Gray, Myriam cache ses amants, la trace de son impact dans le temps, dans son grenier. Et tout comme Dorian, elle finira par vieillir à la vue de tous ces êtres aimés qu'elle cachait dans un cercueil. Enfin, Les Prédateurs est un film qui crée avec brio sa propre mythologie et iconographie autour de la figure du vampire, le tout en faisant un parallèle glaçant avec le sida qui fait rage à la fin des années 80. Je vous le conseille fortement si vous êtes là des films de vampires sans âme et que vous avez la volonté de voir une relecture singulière du mythe des buveurs de sang. Pour clôturer cette sélection, je reviendrai sur un long métrage de M. Night Shyamalan que j'apprécie énormément, The Visit, sorti en 2015. The Visit est un ovni dans la filmographie de Shyamalan, mais il s'agit aussi d'un des longs métrages du réal que je trouve le plus sincère et c'est probablement pour cette raison que je l'aime tant. Ce long métrage, produit par la Blumhouse, suit Tyler et Rebecca alors qu'ils partent quelques jours chez leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais rencontrés. Rebecca et Tyler souhaitent nouer des liens avec leurs grands-parents durant un séjour qui ne sera pas de tout repos. Le tout filmé dans un documentaire que réalise Rebecca. Et si dans un premier temps les retrouvailles sont timides mais émouvantes, très vite les grands-parents de Rebecca et Tyler auront un comportement étrange. Mais s'agit-il d'un gap générationnel, d'une incompréhension entre les générations qui n'arrivent plus vraiment à créer des liens sincères? Ou est-ce que leurs grands-parents ne sont pas vraiment ce qu'ils semblent être? The Visit jouera sur le doute durant l'intégralité du long métrage, ce qui gardera le spectateur dans une tension constante. Et qui n'a jamais eu le sentiment que ses grands-parents semblaient parfois venir d'un autre monde? Les grands-parents de Rebecca et Tyler sont-ils réellement menaçants ou juste un peu déconnectés du monde et proches de la démence? Pour Rebecca et Tyler, ce sentiment est d'autant plus troublant qu'ils n'ont jamais vécu avec leurs grands-parents et qu'ils sont censés nouer des liens avec des personnes qu'ils n'ont jamais connues. Alors qu'ils tentent de rattraper le temps perdu et de passer outre les comportements étranges de leurs grands-parents, des phénomènes terrifiants viendront perturber leur séjour. Et très vite, ce qui semblait n'être qu'une folie générationnelle s'avéra être bien plus angoissant et menaçant. Bientôt, Rebecca et Tyler seront livrés à eux-mêmes et ils devront se battre pour survivre. Et encore une fois, ce qui fait la force du long métrage, c'est véritablement la mise en place du doute qui fait naître l'angoisse. Une angoisse qui s'illustrera par des éléments mineurs pour finalement exploser dans un final terrifiant. Ici, Shyamalan revient à une réalisation simple mais efficace de par son format. Cependant, c'est dans les petites choses que la terreur réside dans The Visit, et le film saura vous surprendre et hanter vos nuits. The Visit est sorti en Blu-ray en France pour les plus curieux en quête de frissons. Il est temps à présent de passer à la carte blanche du jour. Aujourd'hui, c'est On se laisse la nuit qui va vous présenter sa carte blanche.
Je sais pas si vous avez remarqué, j'adore commencer une vidéo avec une accroche digne des plus grands one-man shows. Vous l'avez sûrement remarqué, mais les vieux font peur. Ou en tout cas, la vieillesse fait peur. Il est vrai que les personnes qui sursautent à la moindre évocation d'un Mont-Escalier Stana sont rares, et Dieu merci. La vieillesse fait peur parce que, comme l'enfance, ces âges extrêmes de la vie sont censés être des périodes de grande vulnérabilité où nous autres, êtres humains, sommes fragiles et imprévisibles. La vieillesse fait peur parce qu'elle est intrinsèquement reliée aux maladies physiques ou mentales, aux altérations d'état et fatalement à la mort qui nous guette tous et toutes. Good vibes, cette carte blanche. Je sens qu'on est dans une ambiance joyeuse. Le petit vieux ou la petite vieille est supposé être, dans l'imaginaire collectif, une personne impuissante à bien des égards, complètement asexuée, et dont l'esprit impénétrable regorge non seulement de souvenirs, mais également de traumas potentiels. Son corps, lui, est souvent sujet d'angoisse et d'inquiétude, puisqu'il sort de tous les canons et de toutes les cases dans lesquelles le spectateur a besoin de se réfugier. Excite la désirabilité, la force physique rassurante, le corps vieux intrigue, écœure, fascine, effraie, et en cela il est forcément éminemment central dans l'imagerie horrifique, puisqu'il se rapproche tout simplement de la figure du monstre. On ne peut pas ne pas penser, par exemple, à la scène de Shining, dans laquelle on assiste à la transformation de la beauté, jeune et désirable, en vieille dame moisie. Littéralement moisie. Elle a du moisi sur la cuisse. On pense aussi forcément à la figure non moins traditionnelle de la sorcière, de cette femme ambivalente qui peut aider ou te défoncer sa race en un tour de main, juste parce que ta tête lui revient ou pas. Coucou à toi, Madame Ganouche de Jusqu'en Enfer, à moi aussi, on m'a refusé un prêt, et moi aussi j'aurais voulu défoncer le capitalisme tout entier ainsi que tous ses suppôts. I feel you. J'aurais voulu être aussi cultivée que Mylène en termes de cinéma horrifique et vous sortir de petites pépites dont personne n'a entendu parler, mais je me dois d'être un petit peu honnête avec vous. Moi, si on me dit vieillesse et film d'horreur, je pense immédiatement à deux films, le Fantastique X de T. West et le The Visit de Night Shyamalan. Dans un cas, une équipe de tournage arrive dans une maison isolée pour y filmer un porno en se disant que les petits vieux à qui appartiennent la maison ne vont y voir que du feu, et dans l'autre, deux enfants sont envoyés par leur mère indigne en week-end chez leurs grands-parents qu'ils n'ont jamais vus. Dans les deux cas, les personnages principaux vont se retrouver en danger du fait même qu'ils ne se sentent absolument pas menacés de prime abord par les personnes âgées présentes sur place, et qui pourtant donnent très vite tous les signes que ça va pas bien se passer du tout. On y trouve dans les deux cas tout ce qui fait le plus flipper autour de la vieillesse, le corps qui déraille, la sénilité et la démence, mais aussi cette attraction-répulsion étrange qu'on a ou qu'on nous encourage à avoir pour les personnes les plus âgées. On y retrouve des thèmes fantastiques immémoriaux, par exemple la sorcière des contes dans The Visit avec la fameuse scène du four. Oui, viens m'aider à laver le four, petit enfant, et toi, rentre entièrement dans le four, puisque moi tu vois bien que je suis trop grande pour gratter ce petit coin là-bas, et bim, tu te fais bouffer. C'est ce que Grimm m'a appris. Mais on trouve également la figure non moins fantastique dans X de la vieille fée marraine qui désigne une jeune fille particulièrement et va lui pourrir son existence parce qu'elle lui rappelle violemment sa propre vieillesse. Dans tous les cas, on assiste bien à chaque fois à un retournement de situation assez inattendu. La vieillesse, censée fabriquer à la chaîne des victimes idéales, fragiles et peu capables de se défendre, est présentée comme pouvant au contraire produire le monstre idéal, imprévisible et puissant, parce que justement jamais pressenti comme un danger potentiel du fait même de sa faiblesse. On peut y voir parfois une façon d'aborder une réflexion sur la solitude et l'abandon dans lequel on laisse certaines personnes âgées, mais aussi sur la façon dont cette mise en scène de la violence de la personne âgée sur une personne plus jeune peut fonctionner comme une catharsis, un genre d'expiation collective de notre propre culpabilité face à cet abandon. L'aura d'inconfort que nous ressentons face à certaines représentations de la vieillesse est assez universelle. C'est l'inconfort face à la transformation potentielle de la gentille mamie gâteau vers la sorcière sanguinaire, l'inquiétude face à l'étrange, mais aussi peut-être tout simplement l'inquiétude face à un chemin que, si tout va bien pour nous, nous allons devoir emprunter un jour. Les jeunes filles qui ont de la chance deviennent de vieilles femmes. Charles Baudelaire. Non, pas du tout. C'est Benabar. Merci beaucoup à Mylène de Welcome to Primetime Beach pour cette invitation, et je vous souhaite un très joyeux mois d'Halloween en très bonne compagnie. Merci beaucoup, on se laisse la nuit pour cette carte blanche. Je vous mets le lien vers sa chaîne et ses réseaux en description. N'oubliez pas que si vous souhaitez soutenir la chaîne, j'ai une page Tipeee, et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood 2023. Et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, ayez peur du